J'associe à cette présentation mes collègues de l'IFV Sud-Ouest qui ont travaillé sur le sujet, l'équipe technique, Frédéric Lopez, Philippe Saccarin, Brigitte Mille, et notre maître S matériel végétal dans le Sud-Ouest, Olivier Llobrega. Voilà. Également Jean Morat, qui est le directeur du domaine de Mons, qui appartient à la Chambre d'agriculture, sur lequel sont implantés ces essais. Donc je vous invite à prendre la voiture et à venir à 150 km un peu plus au sud dans le vignoble de Gascogne. Vous serez les bienvenus à tout moment. Alors, quelques éléments de contexte avant d'aller sur la présentation de l'étude au niveau du vignoble de Gascogne. Donc c'est un vignoble qui produit essentiellement des vins blancs qu'on peut caractériser par un faible degré alcoolique, une acidité bien présente et surtout une exubérance aromatique liée principalement à la présence de composés aromatiques de type thiol varieto. Le vignoble, c'est 20 000 hectares, 18 000 en production. À noter qu'il y a 500 hectares qui sont restructurés en moyenne depuis 10 ans sur ce vignoble. Voilà. Donc 85% de volume produit en blanc, dont 10% de moelleux. À noter que cette production de moelleux est supérieure à la production de rouge et de rosé, 70 000 hectos. Voilà. L'encépagement, vous avez 30% de colombard et 4 cépages avec l'Uni blanc, le Gros Mansingue et le Sauvignon qui représentent l'essentiel des cépages blancs. Donc voilà, des volumes de production en IGP et également sans IG. Auquel il faut associer également des vins de distillation et puis quelques zones d'appellation. Au niveau rendement, sur les 4 dernières années, on est environ à 90 hectolitres par hectare, avec des prix moyens qui se situent autour de 82 € l'hecto. 60% de volume exporté. Donc voilà, j'ai fait balayer très rapidement un peu le contexte Gascogne. Alors, dans ce contexte-là, quelles opportunités pour de nouveaux cépages blancs? On va dire que le principal enjeu, on va dire à court terme, c'est de répondre au marché et, dans un second temps, d'évaluer le potentiel de ces cépages à répondre au contexte local, rendement et profil de vin. Voilà. Donc, pour essayer de répondre à cette question, nous avons fait une sélection de cépages. Alors, certains sont dans le dispositif Vitadapt, on retrouve ces cépages-là. L'idée, ça a été sur ces cépages de les intégrer dans des caractéristiques que l'on voudrait attendre de ces cépages, cultivés en climat plus chaud dans un objectif d'adaptation au changement climatique, des cépages tardifs, potentiels à produire des thiols variétaux, et également productif. Si on regarde ces 4 critères et les différents cépages, l'idée est que ces cépages répondent au moins à 2 de ces critères pour intégrer le dispositif. Vous voyez que dans la liste, les cépages qui sont présentés, certains sont déjà inscrits au catalogue, d'autres sont en cours d'inscription, d'autres sont inscrits dans des catalogues de l'Union européenne. Il n'y en a qu'un, un numéro, le 8458, qui est une création de l'INRA à Bordeaux, qui est un croisement de Merlot et du Nid blanc. Donc voilà pour les cépages. Au niveau du dispositif expérimental, l'idée est d'essayer d'avoir des réponses rapides sur ces cépages-là, sur l'intérêt de ces cépages. Donc nous avons procédé par surgreffage sur une parcelle donc, de vignes adultes avec un dispositif avec des répétitions, sur lequel nous faisons des mesures agronomiques, un prélèvement d'un échantillon de raisin pour pouvoir vinifier à échelle pilote, 80 kg de raisin, et également un travail donc, sur le profil des vins, dosage de composés aromatiques, donc de différentes familles de composés aromatiques, et dégustation par des acteurs locaux, négociants, responsables de caves coopératives, œnologues, dans un objectif à la fois de description, mais aussi, comme on a un peu parlé Agnès, d'expertise de ces vins et de positionnement des vins présentés. Voilà. Les résultats, quelques résultats. On ne va pas détailler, ça va être un peu long. Bon, on voit pas grand-chose. Vous avez ici, donc, au niveau rendement, vous avez donc, des résultats présentés. Donc en abscisse, vous avez les poids de récolte, et puis en ordonnée, vous avez le degré potentiel. Donc répartition de cépages.
On va dire qu'en termes de rendement, on a un delta de x2 qui se répète sur les millésimes 2015 et 2016 entre ces différents cépages. Et on peut voir que le colombard qui est à droite est un candidat sérieux avec son bon potentiel de production. À noter également ici 3 cépages. Donc vous avez la Malvasia, le Verdejo et le Verdero qui, en 2016, produisent 5 kg par souche avec un degré potentiel autour de 11, ce qui est quand même assez remarquable. En termes de composantes de rendement maintenant, donc en abscisse, ici vous avez le nombre de grappes et puis le poids moyen de la grappe. Vous avez un peu la répartition de ces cépages. Vous pouvez voir que des cépages comme le RK ou le 8458 sont des cépages qui produisent de très grosses grappes, le Vermentino également, et le Verdero en 2016. Donc ces cépages-là, candidats aussi, si on veut faire du volume, voilà, qui peuvent être des candidats intéressants aussi dans un objectif de production de volume important. Autre type de résultat, donc effectivement, un stade phénologique très important. La durée véraison-récolte. Tous ces cépages n'ont pas la même dynamique de maturation. Donc c'est intéressant de regarder les stades phénologiques, mais également de regarder la dynamique de maturation dans des cépages qui mûrissent beaucoup plus vite que d'autres. Donc ça, c'est un point que l'on regarde. La relation à l'azote et à la vigueur, en lien avec l'expression aromatique des vins. La présence d'azote dans les moûts est un facteur important, donc il faut regarder. Et puis également le comportement et la variation de comportement vis-à-vis d'état hydrique, mesuré encore une fois par le delta C13, donc l'isotope 13 du carbone dosé dans les raisins. On va s'intéresser maintenant aux résultats sur le profil aromatique. Donc c'est un travail qui a été réalisé avec la société Niceos, qui nous dose donc tout un tas de composés. Donc voilà le type de tableau que je suis amené à vous commenter. Donc bon, ça c'est pour les puristes. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus simplifié. Voilà. Bon, les différentes familles aromatiques et puis le positionnement de ces cépages par rapport à leur composition. Ce qu'on peut voir, donc on a le colombard qui est sur la présence de composés de type thiol, donc thiol fruité, qu'on va décrire thiol fruité et fermentaire. Et on retrouve dans cette même similitude de composition 2 cépages, l'Arvine et le Ercacitelli, qui se présentent de la même façon. Vous voyez que l'Alvarinho, ici, lui, il est décalé, avec présence de composés glycosidiques beaucoup plus importantes dans ce cépage-là. Vous avez ici le Scheurebeu, par exemple, qui, parent du Riesling, présente un peu toutes les familles en plus petite quantité, donc ça peut être un facteur de complexité. Et puis le 84-58 qui, lui, donc est surtout, sont surtout des composés type végétaux, pyrazine et thiol végétal qui sont présents dans ce cépage. Lorsqu'on passe à la dégustation, à l'expertise de ce type de vin, on va retrouver ici, ça c'est intéressant, le jury retrouve donc le caractère végétal du 84-58. On retrouve la proximité entre l'Arvine et le Ercacitelli, donc proche du colombard, à la fois sur le caractère thiol, mais aussi sur le caractère acide. Et puis l'Alvarinho qui, lui, se distingue par ses approches volume en bouche. Autre critère, donc intérêt pour les productions IGP ou sans indication géographique. L'idée d'expertise, finalement de classer ces cépages-là et dire comment ils se positionnent. On retrouve donc le Ercacitelli qui, lui, finalement, pour le jury, sur ce millésime 2015, donc qui sont les vins qui ont été dégustés, on voit qu'il présente de l'intérêt pour les 2 styles de production. Le 84-58 et son caractère végétal semble beaucoup plus positionné pour des vins sans indication géographique. On voit qu'en revanche que des cépages comme la Malvasia ou le Verdero sont un peu en retrait par rapport au colombard sur ce type d'expertise. Autre critère d'intérêt, une autre façon de formuler des critères d'intérêt,
sur la puissance aromatique, le profil aromatique, le volume en bouche. Et on voit que, encore une fois, RK-Citédi 8458 présente des intérêts plutôt sur l'aromatique, Alvarinho Verdero sur les critères bouche. À noter que l'ensemble de ces cépages présentent des acidités qui sont en retrait par rapport notamment au colombard. Voilà, j'en termine. Donc les possibilités sur ce type de travail, hein, c'est d'utiliser ces propriétés aromatiques gustatives des vins. On imagine donc de varier des cépages tout en gardant le profil, ou des compléments de gamme. Donc si on veut monter en gamme par exemple, on peut rechercher des caractères de bouche qui sont améliorés, ou intégrer ces cépages dans des assemblages. Voilà. Et puis, dans un second temps, un profil moyen terme regarde évidemment les taux d'alcool des vins, les taux d'acidité, dans donc un contexte de millésime plus chaud et plus précoce. Voilà. Cette étude est encore prévue pour une année, hein, dans sa forme complète. Donc je vous donne rendez-vous en 2018 pour la synthèse de tous ces résultats. Voilà. Je vous remercie de votre attention et merci aux partenaires et au soutien financier. Voilà.